à la Faculté des sciences sociales. Donc, on est très content de vous accueillir aujourd'hui par Teams pour faire cet atelier de préparation aux demandes de bourse externe. Je pense que c'est vraiment important dans votre parcours et juste par votre présence, on le voit que c'est important. Comment ça va fonctionner? On va partager, Thierry va partager le PowerPoint. Ce PowerPoint va être envoyé aussi aux unités pour pouvoir distribuer aux étudiants des études supérieures qui n'ont pas pu assister ou pour vous-même qui voulez revenir à certaines diapositives. Donc ça va être, je pense, utile pour vous. Donc, vous avez le chat. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat, mais vous pouvez aussi lever votre main avec la petite fonction « Lever votre main » pour poser des questions de vive voix si vous voulez. Donc, sans plus tarder, on va commencer la présentation. Donc, merci de fermer vos micros parce que ça va beaucoup aider pour ceux qui ne parlent pas, évidemment. Je ne fermerai pas le mien tout de suite. Là. Donc, on va commencer la présentation. Peux-tu voir le PowerPoint, Sylvie? La première page, oui. OK. Parfait. Désolé. On sent bien. Voilà. Oh. OK. Donc, la question qui vous préoccupe, je suis sûre, pourquoi faire une demande? Dois-je faire une demande? La réponse est oui. Mais il faut comprendre dans quoi on s'embarque. Dans le sens que ces bourses externes, ce sont des bourses très compétitives. Il y a beaucoup de demandes, il y a peu d'élus, mais il y en a. Je pense que aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est énormément de temps pour faire ces demandes-là, mais ce n'est pas perdu parce que on est appelé au cours de nos études supérieures à faire différentes présentations, de faire des résumés de nos recherches, de notre présentation, de notre théorie, de notre méthodologie. Donc ça vous permet vraiment de coucher sur papier vraiment vos idées autour de ça. Donc, c'est un investissement important. Si vous réussissez, bien, ça vous donne des bonnes bourses là, pour vous aider à compléter vos études supérieures et c'est une excellente pratique. C'est quoi les options? On va passer à travers deux types de financement. Il y a du financement fédéral et du financement provincial. On va commencer avec le fédéral. C'est souvent référé comme les trois conseils. Il y a le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. La majorité de nos demandes de nos étudiants sont pour cette agence subventionnaire. Il y a aussi l'Institut de recherche en santé du Canada. Il y a plusieurs étudiants de sciences de la santé, sciences, médecine qui appliquent pour cela, mais aussi on voit de temps en temps des étudiants en psychologie. Leurs superviseurs sont financés par l'Institut de recherche en santé du Canada et des fois en certains autres programmes, c'est possible. C'est souvent lié aux superviseurs. Puis il y a aussi le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie. C'est encore une fois plus les sciences, mais on a plusieurs étudiants en psychologie qui font une recherche avec des chercheurs qui sont subventionnés par ces agences. D'abord, ces trois agences sont considérées comme les trois conseils, puis c'est du financement fédéral. À la maîtrise, il y a deux concours. Il y a celle de la maîtrise et celle du DOC. Pour celle des sciences humaines, la maîtrise a une valeur de 17 500. C'est la même chose que celle de recherche en santé ou en recherche en sciences. Au DOC, la majorité sont... il y a deux options. Il y a le Joseph Armand Bombardier et il y a un deuxième qui a une valeur de 20 000 $. D'abord, en dedans là, c'est juste une application, mais il y a des volets différents pour le financement. D'abord, voici les trois agences subventionnaires. Souvent, si vous êtes présentement dans votre programme, vous savez déjà si ton superviseur est financé par un de ces trois. Si vous êtes nouveau ou présentement dans la 4e année au bac, la majorité de nos étudiants appliquent pour le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Sinon, si tu as une idée d'un superviseur potentiel, tu peux leur demander quelle agence que tu devrais appliquer pour. En termes des agences subventionnaires provinciales, il y a deux options. Pour tous ceux qui sont en dehors du Québec, qui ne sont pas des résidents du Québec, puis ils étudient ici,
Il y a la bourse BESO, c'est les bourses d'études supérieures de l'Ontario. C'est un concours qui est pour la maîtrise et les doctorants. C'est offert pour 1 an seulement, dont l'étudiant doit refaire demande à chaque année. Il peut avoir des subventions pour plus qu'un an, mais il doit réappliquer chaque année. Puis ces demandes-là sont évaluées à l'interne. La valeur de la bourse BESO, la bourse provinciale, c'est 15 000. Aussi, il y a le Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture, le FQRSC. C'est l'équivalent à BESO. C'est disponible pour des étudiants qui sont résidents du Québec. D'abord, si tu habites à Ottawa, puis tu es un Québécois qui a toujours leur carte RAMU, ils sont quand même éligibles. Ou si tu es un étudiant de l'Ontario, puis ça fait 2-3 ans que tu habites à Gatineau ou sur du bord du Québec, c'est possible que tu serais éligible pour la bourse du Fonds québécois de la recherche. La bourse BESO est gérée entièrement en dedans de notre institution, mais la bourse FQRSC est gérée entièrement par le gouvernement du Québec. D'abord, on n'est pas aussi habitué aux questions pour cette bourse-là. Il y a des dates différentes pour ceux-là, puis on va les mentionner, mais c'est quand même attirant parce qu'il y a une valeur annuelle pour la maîtrise de 17 500, puis au doc, c'est 21 000. Souvent, lorsque les étudiants regardent le site web de la FQRSC, ça dit quelle institution québécoise est-ce que tu étudies dedans. Puis l'Université d'Ottawa a une exemption pour ça et on est considéré éligible pour ce concours-là. D'abord, voici un survol de ces bourses-là. On va rentrer un peu plus dans les détails de chaque bourse, puis on va se référer à ça. Juste pour anticiper des questions, suite à cette rencontre, j'espère tôt la semaine prochaine, on va partager l'enregistrement de cette séance et idéalement le PowerPoint aussi à travers par courriel et sur nos médias sociaux. D'abord, les dates importantes. Okay. Le concours des 3 conseils, il y a des noms différents en français et en anglais. Pour la maîtrise, le concours, c'est considéré le BESC maîtrise. D'abord, ça compris la santé, la science, puis dans les humanités, le CRSH. La date limite pour la maîtrise, c'est le 1er décembre 2021 pour les agents subventionnaires fédéraux. Mais au DOC, c'est très important de distinguer les dates parce qu'au DOC, la date limite, c'est le 18 octobre. D'abord, si tu es intéressé d'être subventionné par les 3 conseils, au DOC, les dates limites, c'est le 18 octobre, puis à la maîtrise, c'est le 1er décembre pour ces agents subventionnaires. Pour le concours ontarien, le BESO, la date limite pour la maîtrise et le DOC est le même parce que c'est un concours qui est géré par l'université. Notre faculté reçoit une allocation qu'on distribue entre les doctorants et les maîtrises. D'abord, la date limite, c'est le 1er décembre. Pour le concours, pour le FQRSC, ils ont des dates différentes pour la maîtrise et le DOC. Pour la maîtrise, c'est le 7 octobre et pour le DOC, c'est le 13 octobre. C'est important de noter pour ces agences subventionnaires que, surtout, la majorité de nos étudiants souvent appliquent pour le BESO et un des agents subventionnaires fédéraux, souvent c'est le CRSH, sont mutuellement exclusifs. Tu peux gagner les deux, mais tu peux seulement avoir un que tu peux accepter. D'abord, si tu reçois une offre pour le BESO puis le CRSH, tu dois faire un choix entre choisir celle qui vaut 15 000 ou celle qui vaut 17 500 ou même plus au DOC d'abord. C'est important d'appliquer les deux, mais tu peux seulement tenir un des deux à la fois. Quelque chose d'intéressant quand même, puis c'est la même règle pour le FQRSC. Si tu appliques pour le FQRSC puis tu le reçois, tu reçois quelque chose du CRSH,
tu dois faire un choix entre les deux. Tu ne peux pas avoir un fonds externe provincial et fédéraux en même temps. Mais si jamais tu appliques pour le BESO, parce que les étudiants québécois qui étudient à l'Université d'Ottawa pourraient appliquer pour le BESO, et s'ils sont éligibles pour le FQRSC, ils peuvent appliquer pour les deux. S'ils gagnent les deux, ils peuvent maintenir les deux bourses provinciales. D'abord, les bourses fédérales et provinciales sont mutuellement exclusives, mais les bourses provinciales, il n'y a pas de règle. Pour vous donner une idée du nombre d'applications qu'on reçoit pour chaque bourse, pour la BESO, on reçoit environ 200 à 250 applications par année. Souvent, on reçoit une allocation d'environ 55 à 60 bourses dédiées à notre faculté. Ça ne semble pas comme beaucoup, mais à cause qu'on a beaucoup d'autres étudiants qui reçoivent des bourses CRSH à la maîtrise et au doc, on rentre assez loin dans notre liste d'attente de BESO. D'abord, c'est important de ne pas juste se fier sur une candidature. Si vous avez un dossier fort, c'est important d'appliquer pour les deux bourses. On va rentrer un peu plus dans les détails. La bourse BESO est divisée en deux sections. Il y a un concours canadien puis un concours international. D'abord, on est plus limité pour celle internationale. Typiquement, on reçoit 25 à 30 candidatures. Il y a un concours universitaire. On n'a pas une allocation garantie. Chaque année, on peut référer environ 4 à 6 dossiers au concours universitaire. Il y a des années qu'on n'a pas reçu une allocation du concours, puis il y a d'autres années, on a reçu 2 ou 3. Cette année, les règles sont un peu plus favorables, certainement grâce au travail de la Vice-3, parce que dans le passé, c'était un concours, les sciences puis les humanités ensemble, puis il y avait un quota, puis la division n'était pas nécessairement toujours aussi égale. Cette année, le concours va être divisé pour l'international, un concours des sciences puis un concours des humanités. Puis on espère de revoir nos allocations remonter à 2 ou 3. C'est quand même un nombre assez limité. Le financement du gouvernement ontarien est assez limité pour les bourses internationales, mais au moins c'est une bonne nouvelle qui va avoir plus de chance cette année pour nos étudiants. C'est un survol des dates importantes. C'est important de prendre note de ces dates. C'est important de se fier sur le site web pour les dates si jamais il y a des ajustements des dates. Ouais. En termes d'admissibilité, pour la bourse BESO, c'est qu'on vient de parler, la bourse ontarienne, c'est important. Il y a 2 concours. Il y a un concours pour les Canadiens et les résidents permanents, puis un deuxième concours avec les étudiants internationaux. Avec ceux des Canadiens, on a une garantie d'environ 55 à 60 bourses. Pour les internationaux, on peut nominer environ 4 à 6 dossiers à le concours universitaire et on espère avoir 2 ou 3 cette année, mais il n'y a pas de garantie d'un quota pour ceux-là. Pour ceux qui étaient invités, qui sont présentement au 4e année du bac, puis demandent pourquoi est-ce qu'on était invité à une session, ces bourses sont pour l'année à venir. Ils peuvent être activés soit en printemps 2022, septembre 2022 ou hiver 2023. C'est pour ça que pour le financement pour les études supérieures pour l'année à venir, c'est important de prendre l'avance sur les applications parce que ces bourses-là, c'est pour l'année prochaine. D'abord, c'est pour mai 2022, septembre 2022, puis 2023. Pour ceux qui sont présentement à la maîtrise, les candidats ou les candidats ne peuvent pas avoir complété plus de 4 trimestres à la date d'entrée en vigueur de la bourse. D'abord, le plus tôt que la bourse peut rentrer, c'est mai 2022. D'abord, si vous avez déjà complété plus que 4 trimestres, tu serais inéligible. D'abord, n'importe qui est présentement au bac, qui n'a pas appliqué encore pour la maîtrise, sont considérés comme 0 trimestre complété. D'abord, sont éligibles ou n'importe qui a commencé depuis hiver 2021, s'ils ont suivi une séquence typique, ils seraient rendus à 4 exactement. D'abord, ils seraient éligibles pour la maîtrise. Le programme de doctorat ne peuvent pas avoir complété plus de 13 trimestres de leur programme à la date d'entrée. Avec une séquence typique, c'est n'importe qui a débuté environ hiver 2018. Si
vous avez eu une séquence non typique avec des congés ou des affaires comme ça, on va vous encourager de valider avec nous avant que tu commences votre application pour s'assurer que tu es éligible. Je vais le mentionner le courriel une fois présentement, puis je vais le répéter comme 5-6 fois. Tu peux nous envoyer un courriel à scsgrad@uottawa.ca si vous avez des doutes pour votre éligibilité. L'autre grand critère pour l'éligibilité, c'est une calcul de moyenne. Surtout au BESO, puis pour le conseil, les 3 conseils maîtrise, on fait des calculs de moyenne. Il y a des drôles de règles, ce n'est pas les mêmes règles que les bourses d'admission. D'abord, si quelqu'un a reçu une bourse d'admission puis il pense qu'ils sont automatiquement éligibles, ce n'est pas nécessairement le cas. BESO et les 3 conseils nous exigent de regarder aux 2 dernières années d'inscription de temps plein comme 2 activités séparées, puis assurer qu'il y a une moyenne de 8.0 ou plus. Je vais donner des exemples des calculs dans un des échantillons plus tard, mais on regarde à 2 dernières années complètes, séparées, puis on convertit les notes, même si c'était suivi à une autre université ou un échange, on les convertit, puis on assure qu'il y a au moins un 8.0 sur les 2 bords. S'il y a un 8.5 une année, puis un 7.5 l'autre année, oui, la moyenne égale à 8, mais ils exigent que c'est 8.0 dans chacun des 2 dernières années, et c'est quelque chose qui cause certaines confusions avec des étudiants. N'importe qui c'est souvent nos étudiants au DOC qui a complété 25 mois ou plus au moment de la date limite. Pour eux autres, c'est juste un calcul de tous les notes suivies aux études supérieures. D'abord, si vous avez complété 3 maîtrises, une maîtrise en psychologie et une maîtrise en musique, on tous les notes de tous les programmes suivis aux études supérieures et on calcule une moyenne qui doit être au-dessus de 8.0. D'abord, si vous avez des doutes, surtout si vous prenez l'avance sur votre préparation pour vos demandes, vous pouvez nous contacter. Évidemment, si toutes tes notes de ton parcours étaient des A+, tu n'as pas besoin de nous contacter pour savoir si vous avez la moyenne de 8.0. Mais si tu vois que tu as échoué un cours que tu es inquiète qui va te rendre inéligible, n'hésite pas de nous contacter à scsgrad@uottawa.ca, puis on peut vous aider. Évidemment, lorsqu'on est proche du 1er décembre, si vous nous contactez le 30 novembre, je ne peux pas garantir qu'on peut vous aider avec une calcul de moyenne. D'abord, c'est important de vraiment prendre l'avance pour ça. Terme des concours des 3 conseils. Les 3 conseils, les agences subventionnaires, le CRSH, celle de sciences et celle de sciences de la santé, sont réservés exclusivement aux résidents canadiens ou les résidents permanents. L'exemple ici, c'est pour le DOC. Il y a 2 concours, il y a celle du DOC et celle de la maîtrise, qui a des règles assez uniques. C'est pour ça qu'on a commencé notre présentation en disant c'est important de lire vraiment attentivement leur site web. D'abord, pour le CRSH au DOC, puis c'est presque les mêmes règles pour celle de sciences et sciences de la santé. Si tu dois effectuer des études de doctorat en sciences humaines, ne pas avoir déjà reçu une bourse de doctorat d'un des 3 agences subventionnaires. Puis tu ne peux pas présenter plus d'une demande de bourse durant une année courante. D'abord, tu dois vraiment choisir quelle agence subventionnaire tu vas appliquer parce que si tu appliques à 2, ça va te rendre inéligible. D'abord, c'est vraiment de discuter avec un superviseur potentiel de quelle agence leur subventionne pour voir si tu devrais appliquer pour le même. Au moment de l'entrée en vigueur de la bourse, tu dois être inscrit à temps plein dans un programme de doctorat. Puis de ne pas avoir effectué plus de mois d'études de doctorat autorisés. D'abord, il y a 2 volets pour la bourse CRSH. Celles de sciences en sciences de la santé ont juste un volet, mais c'est de regarder, c'est autant que tu rencontres celle du général, tu vas être considéré éligible parce que c'est eux autres qui déterminent, tu appliques pour la bourse CRSH, puis ils déterminent lequel tu reçois. Mais si tu es inéligible pour les 2, ton dossier va être rejeté au début. Mais si tu es au moins éligible pour un des 2, ton dossier peut être recommandé au concours national.
En termes de la maîtrise, il y a certaines particularités avec celle de la maîtrise. C'est important que vers le 31 décembre, au plus 12 mois d'études à temps plein étaient complétés. Ça revient au nombre de trimestres complétés qu'on avait discuté plus tôt. Tu dois être présentement dans un programme de maîtrise ou tu appliques pour un programme de maîtrise. Et puis, il y a certaines règles autour d'un programme avec des passages accélérés. C'est plus lié à notre programme de psychologie qui est un maîtrise doctorat conjoint. D'abord, n'importe qui veut appliquer à notre programme de psychologie MA PhD peuvent appliquer, les nouveaux amis doivent appliquer pour celle de la maîtrise, même si c'est un programme conjoint. Et ceux qui ont débuté cette année automne peuvent aussi appliquer pour cette bourse-là. Même s'ils transfèrent durant l'automne 2022 dans le DOC, ils sont quand même éligibles de faire la session de transfert avec une bourse de la maîtrise. L'avantage d'appliquer pour celle de la maîtrise au lieu de celle du DOC, c'est que ça te laisse la possibilité d'avoir celle du doctorat un peu plus tard. D'abord, ça te positionne dans une possibilité d'avoir plus d'années de subvention parce que si tu appliques directement à celle du DOC, tu aurais perdu peut-être 1 an de financement que tu aurais pu eu à travers une des agences subventionnaires de la maîtrise. D'abord, pour psychologie, si tu as l'intention de commencer le programme l'année prochaine ou tu viens de débuter cette année, tu es encouragé d'appliquer pour celle de la maîtrise au lieu de celle du DOC. C'est un autre échantillon qui explique un peu plus la psychologie. C'est autant que tu n'as pas complété 12 mois du programme de psychologie par le 31 décembre. Si vous avez des doutes, si vous avez eu des congés ou des affaires comme ça, faites-nous signe à scsgrad@uottawa.ca, puis on peut valider puis te diriger dans la bonne direction. Merci, Terry. Je vais continuer. Avant de procéder à cette présentation, il y avait 2 questions et 2 mains levées, Terry. Donc, Mylène et Éléonore, voulez-vous poser vos questions? Mylène, pour commencer? Oui, je me demandais parce que j'avais vu je suis au doctorat et j'avais vu sur le site Internet de l'université que pour les IRSC, il y avait un quota qu'on envoyait au national. Puis moi, je fais partie des personnes là, que je suis à cheval entre les IRSC et le CRSH. Donc, je me demandais s'il y avait des quotas qu'il y avait plus de quotas, par exemple, pour le CRSH. Est-ce qu'il y a un quota pour le CRSH où les candidatures qui sont éligibles s'en vont au national? Voilà. Très bonne question. Typiquement, la majorité au DOC, typiquement, on reçoit environ 75 à 80 applications pour le CRSH. Puis on peut recommander souvent entre 40 à 45 au concours national. Et l'année dernière, de nos 45 étudiants, je pense qu'on était rendu à 47 l'année dernière, on a reçu 14 des CRSH au DOC. Pour une raison, il me manque le chiffre de celle de la santé. On a eu environ, je pense, une douzaine applications. Puis je pense qu'on avait un quota de nomination au concours universitaire de 1 ou 2. Je pense que l'année dernière, on était juste capable d'envoyer 1 au concours national. Je sais que Sophie Lebel, en psychologie, a fait beaucoup de suivi à propos de ce sujet-là. D'abord, si tu veux, tu peux faire un suivi avec elle. Sinon, Mylène, on va prendre note de ton nom, puis je peux essayer de te donner une meilleure idée des quotas parce que j'ai tous les autres quotas sauf celui-là sur ma page. Je l'avais écrit ce matin. D'abord, je ne sais pas il est passé où, mais on peut faire un suivi avec toi. Julie, si tu peux prendre note du nom de Mylène. Oui, ça pour les NSERC puis les CRSNG, les acronymes aujourd'hui, je me mélange dans les langues. Pour celles de sciences et celles de sciences de la santé, typiquement, on ne reçoit pas un quota garanti. Surtout au DOC,
À la maîtrise, je pense, on reçoit 3 ou 4. On ne reçoit pas un grand nombre parce que c'est basé sur le nombre d'applications. Puis le nombre de nos applications comparées à sciences ou génie ou les affaires médecine ne sont pas comparables. D'abord, ils nous donnent un quota beaucoup plus petit, puis souvent, on rentre dans un concours universitaire. Je vais prendre les 2 prochaines questions, mais après ça, on va continuer la présentation et vous pouvez mettre les questions dans le chat ou revenir plus tard. Donc, il y avait Éléonore et Véronique. Oui, en fait, ma question concernait le quota aussi, mais en fait, moi, c'est plus une question de date d'échéance parce que à la maîtrise, j'étais à l'Université de Montréal, puis puisqu'il y avait un quota, il fallait envoyer un premier dossier pour le CRSH 1 mois avant la date indiquée parce qu'il y avait un quota, justement parce qu'il y avait une présélection. Je veux juste vraiment m'assurer que ce n'est pas la même chose pour l'Université d'Ottawa. Moi, là, je suis au doctorat, mais juste savoir s'il n'y a pas une date de présélection par l'Université d'Ottawa avant. C'est vraiment typiquement pour le CRSH, donc avant le 18 octobre. Pour le CRSH au doc, puis c'est la même chose pour les 2 autres conseils, notre date limite, c'est le 17 octobre. D'abord, comme je viens de mentionner pour le CRSH, on reçoit environ 80 applications, 75 à 80 applications. On passe à travers, on fait un ranking. Un classement. Un classement, merci. Ça venait. Un classement par département, puis ensuite, tous les 9 unités nous envoient leur classement, puis on a un comité facultaire qui passe à travers ceux-là, puis on trouve le nombre d'étudiants qu'on réfère au concours national. D'abord, des 79 applications l'année dernière, j'ai eu un quota de 47. Puis c'est pour ça que notre date limite, c'est le 18 octobre. Puis on doit envoyer nos noms par le début novembre, mais on ne reçoit aucune rétroaction avant le 1er avril du concours national. OK, c'est parfait. Donc, je vais juste m'assurer que c'était vraiment les seules dates à retenir puis qu'il n'y en avait pas une avant. Donc, ouais. Merci beaucoup, c'est très clair. Merci. Dernière question pour le moment. Là, s'il y en a, on les posera plus tard, mais Véronique. Oui, allô, merci. Ma question, c'était plus par rapport à la langue, puis ça concerne peut-être aussi les quotas là, pour la bourse au niveau fédéral de doctorat. Est-ce que, moi, j'aurais l'option de le faire en français ou en anglais? Je suis très à l'aise dans les 2. Est-ce qu'il y a une certaine... Est-ce que c'est vraiment égal pour les 2 ou est-ce qu'on aurait, je ne sais pas, est-ce qu'il y a plus de chances, par exemple, si on soumet en français ou en anglais? Est-ce qu'on a des statistiques sur ça ou c'est vraiment égalitaire qu'on soumet dans une langue ou l'autre? On n'a pas de statistiques parce qu'on les traite tous dans le même bassin. Nos comités départementaux, nos comités facultaires, ils les traitent tous en même temps. Ils sont tous bilingues, nos comités. Tu peux soumettre tes dossiers en n'importe quelle langue parce que même le concours national, le monde qui fait la revue, ils vont le lire soit en français, soit en anglais. Ils doivent être dans un des 2 langues. Les lettres de recommandation ne peuvent pas être, si c'était un échange, ça ne peut pas être dans une 3e langue, mais la langue n'a aucun impact. Donc, c'est ça, pour répondre un petit peu plus, c'est qu'il n'y a pas 25 dossiers en français qu'on regarde, puis 25 en anglais. Là, il n'y a pas un nom, on regarde tous les dossiers, que ce soit en français ou en anglais, ensemble. OK, on va continuer, puis évidemment, vous pouvez continuer vos questions, vous pouvez les mettre dans le chat, mais on va continuer parce qu'on a encore pas mal de matériel à couvrir. Donc, comment se mettre en route? S'il vous plaît, faites votre demande le plus rapidement. Donc, la première chose, c'est de faire plusieurs ébauches de votre projet, de vos idées à différentes étapes, là, et de soumettre votre demande à votre superviseur pour qu'il regarde ça d'avance quand vous allez demander vos lettres de référence, demandez ça d'avance. OK? Donc, ça, je veux vraiment stresser ça parce que c'est vraiment important. Donc, comme je disais, quand vous faites votre demande, vous allez devoir écrire plusieurs ébauches. Donc, c'est vraiment du travail à faire, là, OK? Puis, il ne faut pas penser qu'on va utiliser la même lettre qu'on a fait pour être admis dans le programme. Il faut vraiment aller plus loin dans la rédaction de ça. Je vous recommande d'essayer de faire un exercice pour résumer votre projet en 200 mots. OK? Comment vous alliez résumer ça.
Ce qui est intéressant aussi quand on regarde les demandes, c'est d'être informé des événements courants dans le monde qui sont pertinents pour notre sujet. Okay? Parce que ça peut captiver le lecteur, puis aussi ça peut, parce qu'il faut savoir que notre comité là, qui va lire les demandes, c'est pas juste dans notre discipline d'attache, ils viennent de différentes disciplines, fait qu'il faut que tu les convainques que c'est un sujet d'actualité, que c'est un sujet important et que, donc en donnant des exemples, des fois, ça montre aux examinateurs comment, ou aux évaluateurs comment c'est important. Comme je disais tantôt, pour vos répondants, c'est important de leur écrire d'avance quand vous avez quand même à leur donner quelque chose à mettre sous la dent là, pour qu'ils puissent écrire leur lettre. Moi, ça fait 28 ans que je suis prof à l'Université d'Ottawa. Quand je reçois les demandes d'avance, je suis beaucoup mieux disposée à écrire une bonne lettre parce que j'ai le temps. Parce que si vous arrivez à un prof 2 jours avant de soumettre, et ça arrive, hein? Ah, oh, excusez-moi, monsieur, je la minute, mais pouvez-vous m'écrire une lettre? Ça, c'est pas toujours très agréable. Puis, fait que vraiment, là, vous devez prendre le temps de faire ça d'avance. Oui, la deuxième, l'autre. C'est toi, ça, Terry? Désolé, mon micro était éteint. C'est important, je sais que c'est un peu détaillé ce qu'on écrit, mais c'est important de prendre note qu'il y a plusieurs étapes à une application, surtout pour les agences subventionnaires fédéraux, mais même le BESO puis le FRQSC. Chacun a leur propre formulaire web à travers leur propre portail. Ça demande souvent une proposition de recherche, une bibliographie. Une des choses que l'année dernière, pour ceux qui ont appliqué l'année dernière, il y avait beaucoup de flexibilité vers les relevés de notes officiels et à jour. Cette année, ce que j'entends, puis on n'a pas eu de confirmation encore, il veut avoir les relevés de notes officiels. L'année dernière, il y avait un peu de flexibilité pour des non officiels, mais cette année, les directives pour l'instant, c'est qu'ils doivent être des relevés de notes officiels. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est émis par le registraire, mais ce n'est pas quelque chose que tu télécharges de ton UOZone. D'abord, c'est important que tu commences à préparer maintenant parce qu'il y a certains délais avec certaines universités en termes de fournir ces relevés de notes. D'abord, c'est important de vous conserver une copie de papier parce que pour tous ces concours, c'est toi qui vas le télécharger dans un document. Mais si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair ou on soupçonne quelque chose, on a besoin d'une preuve que vous avez la copie officielle si on doit retélécharger les documents. Il y a certaines exigences pour certaines agences subventionnaires que tu dois confirmer votre statut d'étudiant si vous avez pris des congés ou tu as changé à temps partiel. D'abord, c'est important de prendre l'avance pour demander ces documents. Et comme Sylvie vient de mentionner pour les lettres d'appréciation, c'est important de prendre le temps puis contacter vos répondants en avance et avoir du monde qui sont fiables, qui peut vous donner une bonne recommandation. Celui-là, c'est à toi, Sylvie, je pense. Oui, bon, pour les critères d'évaluation, donc comme on disait tantôt, le comité de sélection, il est multidisciplinaire. Donc, il faut vraiment qu'on s'adresse à eux. Donc, ils ne sont pas juste en sociologie, ils ne sont pas juste en psychologie. Donc, il faut pouvoir expliquer notre affaire à ces gens-là. Donc, dans les critères d'évaluation, on va regarder les résultats obtenus tels que reflétés dans les relevés de notes, les prix ou les bourses ou les mentions. Le programme d'études et de recherche et la contribution éventuelle à l'avancement des connaissances, ça, c'est toujours important, sans être arrogant pour dire « moi, je vais tout révolutionner le monde ». Là. Il faut montrer qu'on va faire avancer les connaissances. L'expérience professionnelle et universitaire pertinente, notamment la formation en recherche dont témoignent les articles publiés, si c'est le cas, ou les communications faites à des conférences. Et évidemment, les évaluations des 2 répondants. Et ça, c'est vraiment très important, les évaluations des 2 répondants. Je vais juste donner un survol, puis les 2 prochains diapositives sont pas mal identiques, mais avec certaines particularités. Pour le concours provincial, le concours BESO, parce que celle du Québec est gérée entièrement par le gouvernement québécois, mais pour le processus d'évaluation
Bézos. On a un portail à l'Université d'Ottawa, ça s'appelle Fluid Review, que le monde va être capable d'appliquer. Souvent, ça ouvre dans les prochaines 2-3 semaines. Puis vous pouvez commencer à soumettre votre application. Après le 1er décembre, notre département, notre bureau d'études supérieures reçoit les documents. On commence à faire le tri. On reçoit entre 200 et 250 dossiers. On regarde si les étudiants rencontrent l'éligibilité pour le nombre de trimestres étudiés. Puis on regarde à la moyenne. D'abord, typiquement, on essaie de compléter ce processus avant les fêtes. Souvent, c'est la première semaine de janvier. N'importe qui est rendu inéligible, typiquement, je leur envoie un courrier moi-même. Si le monde veut me rencontrer, s'il veut mieux comprendre quelque chose ou il veut contester quelque chose, il nous reste pas mal de temps pour remettre votre dossier dans le processus. D'abord, je trouve que c'est important si vous prenez le temps de mettre une application, de au moins expliquer pourquoi tu es inéligible. Le plus possible, si vous avez des questionnements sur le nombre de mois ou la moyenne, c'est important de prendre l'avance puis nous contacter pour qu'on puisse regarder vite fait votre dossier. Je sais avec la pandémie, pas tout le monde est présentement à Ottawa, même si c'était sans la pandémie, on donne du très bon service présentement à travers Teams, qu'on peut faire une rencontre personnelle, puis on peut regarder ton relevé de notes, partager l'écran, puis on peut vous montrer comment on fait les calculs pour que vous avez une meilleure idée où tu te situes dans les éligibilités. Évidemment, notre bureau est ouvert depuis quelques semaines. On peut faire une rencontre, c'est juste un peu plus restreint en termes de montrer nos écrans, mais on est là, on est disponible par courriel, on est disponible virtuellement, puis on est disponible en personne. Évidemment, le porte-masque, l'outil COVID que tu dois faire pour nous rencontrer est important, mais c'est notre plaisir de vous rencontrer avant que vous commencez. Dès qu'on a une idée de tous les dossiers éligibles, au premier lieu, c'est envoyé au département. Il fait un classement par département qui est remis à notre comité facultaire qui regarde au classement, puis il doit faire un classement pour toute la faculté. Pour Bézos, on reçoit un quota d'environ 55 à 60 bourses garanties. D'abord, c'est souvent nos 55 à 60 étudiants les premiers qui le reçoivent. Et au fur et à mesure, lorsque les bourses de la maîtrise fédérale puis le doc fédéral sont octroyées, on rentre dans notre liste d'attente. Même pour le concours l'année dernière, que la majorité du monde a su en avril qu'ils ont reçu la bourse Bézos, on annonce quand même en septembre des nouveaux récipiendaires à cause que le monde n'a pas utilisé toute la bourse ou ils ont reçu une autre bourse fédérale entre-temps. Pour le processus de CRSH, le DOC, on fait notre rendement départemental, puis ensuite facultaire, puis on l'envoie au comité national, puis on attend leur rétroaction. Pour la maîtrise, c'est un peu différent. On a un quota garanti. D'abord, on fait le rendement du 1er décembre. Rendement départemental, rendement facultaire, puis on l'octroie. On choisit le monde qui vont recevoir les bourses à la maîtrise, mais c'est seulement annoncé le 1er avril, qui est une drôle de date pour annoncer des bonnes nouvelles comme ça. C'est annoncé par les agences subventionnaires sur leur site web. C'est eux autres qui gèrent ces communications-là. N'importe qui est inéligible, on les contacte, souvent avec assez de temps pour que s'il y avait un malentendu ou une erreur, on a le temps pour remettre le dossier dans le concours. J'avais mentionné un peu plus tôt, puis je sais que je vois que des questions rentrent dans le chat. Je vous assure, je vais rester aussi longtemps que nécessaire à la fin pour répondre à toutes les questions. Puis on enregistre les séances, puis on va partager les réponses avec tout le monde. On avait mentionné qu'il y avait des particularités, surtout avec Bézos, pour les Canadiens, les maîtrises et le DOC, et le CRSH à la maîtrise. Au DOC, il ne fait pas de calcul de moyenne pour le CRSH ou les agences subventionnaires de sciences et sciences de la santé, mais à la maîtrise, ils font un calcul, puis dans le concours Bézos, ils font un calcul. Pour ceux qui ont
moins de 25 mois, ils regardent aux 2 dernières années comme des années indépendantes. D'abord, ce qu'on fait avec n'importe quelle note, si vous avez pris des cours à l'Université de Toronto, Carleton, s'ils ont des barèmes différents, on a des experts qui ont déterminé des barèmes pour convertir les notes à notre système numérique. D'abord, on trouve un moyen de convertir les notes à notre système de 0 à 10. Les 2 dernières années doivent être au-dessus de 8.0. D'abord, on a pris un exemple typique, on a pris, c'est les 2 dernières années d'études temps plein. D'abord, on a pris quelqu'un qui n'a jamais pris des cours d'été, c'était toujours automne-hiver, automne-hiver, puis on a pris ses notes. Ici, il y a un 8.5, ici, il y a un 7.9. Un 7.9 est très, très proche, mais malheureusement, pour respecter les consignes de l'agence subventionnaire, les 2 années doivent être au-dessus de 8.0. Dans certains cas, peut-être une fois tu as pris un cours d'été l'été 2020. Dans ces cas-là où c'est une exception que ce n'est pas constant qu'il y avait un cours d'été, on peut choisir dans quelle année que la note rentre. Si c'était un A+ durant l'été 2020, on va le mettre toujours à l'avantage de l'étudiant. Évidemment, s'ils ont toujours suivi des cours d'été, chaque année d'études temps plein serait un automne, hiver et été dans les 2 colonnes. D'abord, il y a moins de flexibilité dans ce cas-là. Si vous avez des co-op ou des stages ou des affaires comme ça complique un peu le calcul. Comme j'avais mentionné un peu plus tôt, si ce n'est pas clair, puis tu es incertain, prendre l'avance, contacte-nous à scsgrad@uottawa.ca, puis on peut regarder vite fait. Encore une fois, si toutes ces notes sont des A+, s'il vous plaît, prenez-nous un courriel demandant qu'on fait un calcul. Si toutes tes notes sont des A-, un A- est égal à un 8, tu vas l'avoir. D'abord, ce n'est pas un problème. Mais si pour une raison, tu as eu un mauvais cours puis il y a un F quelque part, un F peut avoir un impact sérieux. D'abord, oui, contacte-nous puis on peut faire un calcul vite fait. Évidemment, on peut le faire le mois de septembre, le mois d'octobre. Rendu au mois de novembre, c'est un peu plus complexe puis je ne peux pas le garantir si on peut le faire, mais on va faire notre mieux. C'est assez complexe. Pour ceux qui ont étudié plus de 24 mois, c'est toutes les notes dans un calcul, toutes les notes suivies aux études supérieures et des affaires comme ça. Les notes d'autres établissements sont converties à l'échelle de notes de l'Université d'Ottawa. Si tu reviens ici, tu peux trouver le barème de l'Université d'Ottawa pour voir comment quelque chose est converti. Le nombre de crédits influe sur le calcul de moyenne. Si un note de F vaut 6 crédits, si c'est un cours de 6 crédits, c'est comme avoir un F 2 fois parce qu'on prend vraiment la somme de les notes numériques en considérant les crédits aussi d'abord. C'est important de garder un œil si jamais vous faites votre propre calcul sans nous consulter. C'est important de prendre en considération le nombre de crédits. Les semestres d'été sont comptés. Les notes satisfaisantes, non satisfaisantes ne sont pas comptées. C'est seulement les notes alpha ou numériques. Une année est considérée en fonction de l'équivalence à temps plein. D'abord, si tu es un étudiant à temps partiel, 2 trimestres de temps partiel est considéré équivaut à un trimestre temps plein. D'abord, si tes 2 dernières années, automne-hiver, c'était temps partiel, cette année, temps partiel aussi, ça compte comme une année. D'abord, on doit aller plus loin en arrière pour reprendre les plus de notes. All right. Ça, c'est les calculs, puis on peut répondre à des questions spécifiques suite à le PowerPoint. Mais maintenant, c'est les programmes d'études. Oui, je sais qu'il y a des questions dans le chat, puis il y a une main levée, mais j'aimerais, si vous me permettez, continuer parce qu'on veut passer au travers tout le PowerPoint, puis Thierry va rester pour répondre à vos questions, puis il y a les questions qui vont se faire répondre par le chat aussi. OK, donc le programme d'études, c'est la section la plus importante de la demande du CRSH. Il ne faut pas oublier son auditoire quand on écrit notre programme d'études parce qu'on a affaire à différents experts dans différents domaines, donc il faut être clair.
Il ne faut pas utiliser trop un langage technique, pas de jargon. Il faut contextualiser aussi notre intérêt ou notre champ de recherche parce qu'il faut essayer d'expliquer à quelqu'un, en fond, pourquoi mon sujet est important, pourquoi il est intéressant, pourquoi il devrait être financé. Donc, ça, c'est vraiment important. Il ne faut vraiment pas dire « Ah, il n'y a jamais eu de recherche dans le domaine, donc moi, je vais amener quelque chose de fantastique » parce qu'il faut rester modeste. On veut faire une contribution et puis, si c'est une recherche qui n'a jamais été faite, puis si jamais un des membres vous dit « Oh, il y en a qui ont fait de la recherche là-dessus, vous ne l'avez pas vu », ça peut être très mal perçu. Donc, il faut rester positif, il faut montrer comment nous, on va contribuer à quelque chose, mais il faut vraiment s'abstenir de dire que ça n'a jamais été fait dans le monde, là. Donc, pourquoi on vous financerait, vous? Bon, c'est quoi vos compétences pour entreprendre une telle recherche? Okay, faire référence à tout ce que vous avez écrit, la recherche de votre superviseur, parce que vous allez être dirigé par quelqu'un, donc ça montre que vous êtes connecté à cet univers-là. Il faut pas, ajouter des citations, des références qui sont nécessaires. Tu ne mets pas 3-4 lignes, juste des références parce qu'on ne veut pas là, meubler l'espace de cette façon-là. Si le sujet est controversé, c'est vraiment important de prendre position, mais il faut aussi être ouvert aux différentes perspectives, aux différents points de vue. Donc, il faut rester modeste dans ce qu'on présente, il ne faut pas être arrogant dans ce qu'on présente, mais il faut être sûr de soi d'une certaine façon, qu'on amène une contribution. Composantes du programme de recherche. Bon, on peut commencer avec des exemples qui illustrent l'importance du projet. Donc, on ne garde pas le meilleur pour la fin, là, contrairement aux Smarties. Donc, ça montre que d'entrée de jeu, là, que votre programme de recherche est intéressant. L'exemple que vous allez fournir, par exemple, doit contribuer à contextualiser le projet pour les non-spécialistes. Par exemple, si quelqu'un essaie de me convaincre de son projet, puis il me donne un exemple qui, là, je comprends ce que ça veut dire, cet exemple-là, là, ça me confirme que c'est important. Et puis, encore une fois, il faut qu'on parle à des chercheurs de différentes disciplines, donc il faut avoir un langage puis une portée plus générale. En termes d'autres choses que les comités d'évaluation regardent, c'est un peu différent entre la maîtrise puis les doctorants. À la maîtrise, c'est un mélange entre l'excellence universitaire qui joue un grand rôle. Ils regardent les moyennes, les cours suivis. Ensuite, ils regardent la potentiel en recherche et les caractéristiques et habilités en relations interpersonnelles. C'est pour ça que l'importance de bien encadrer ta demande avec les documents qui te donnent le meilleur contexte de ta candidature. Au doctorat, comme je viens de mentionner pour les agences subventionnaires fédéraux, ils ne prennent même pas en considération le calcul de moyenne pour les doctorants. C'est vraiment le potentiel de recherche. C'est 50% aptitude et potentiel, et un autre 50% sur les expériences et réalisations pertinentes. D'abord, les comités regardent pour des affaires différentes, surtout pour les agents subventionnaires fédéraux. C'est un peu différent pour BESO parce que les candidatures de la maîtrise et doctorat sont considérées en même temps. OK, donc la section 1 dans les demandes. Les questions possibles qu'un membre du comité de sélection peut se demander lors de l'évaluation. Donc, il va se demander, est-ce que le projet est clairement articulé? Donc, c'est bien écrit, c'est bien structuré. Est-ce que c'est réalisable dans le délai alloué? Parce que ça, dans mon expérience, souvent, quand on rencontre les étudiants veulent en faire beaucoup, puis c'est très louable, mais il faut vraiment circonscrire son projet. Et donc, il faut montrer que c'est un projet qui se fait dans le temps, c'est réalisable dans ce temps alloué-là, parce qu'ils ne pourront pas vous subventionner s'ils disent non, ça c'est un projet d'une vie, là, ou c'est un projet de doctorat quand c'est vous demandez pour la maîtrise. Est-ce que votre projet est fondé sur une méthodologie efficace qui est vigoureusement défendue? On va revenir à la question de la méthodologie tantôt. Nous savons que les projets, les idées changent, ça c'est acceptable.
Donc, vous devez communiquer avec précision ce que vous voulez faire. Bien sûr, aujourd'hui, vous êtes à l'étape de votre parcours. Dans 2 ans, après 2 ans de doctorat, vous allez avoir changé des choses. Ça c'est normal. Aujourd'hui, vous allez faire une demande à la lumière de ce que vous êtes maintenant, ce que vous projetez faire. Et tout le monde s'attend que dans le parcours, il va y avoir des changements qui peuvent être importants, mais c'est normal, ça. Donc, vous y allez avec ce que vous avez maintenant de plus solide. La section 2, situez-vous dans les débats théoriques actuels sur le sujet de votre recherche. Vous vous préparez à être l'autorité, l'expert sur le sujet. Parce que c'est sûr, quand vous allez présenter votre sujet, là, c'est votre sujet à vous. Votre superviseur peut vous accompagner là-dedans, mais ce n'est pas l'expert nécessairement. Si vous faites un doctorat dans tel sujet, puis votre superviseur, ce n'est pas vraiment son sujet, il peut évidemment vous donner des outils. Il est là pour vous fournir une boîte à outils, mais vous devenez l'expert, l'autorité. Comment votre recherche inspire ou conteste les connaissances dans le domaine? Ça, c'est important de l'indiquer. Est-ce que c'est un prolongement des recherches dans le domaine? Est-ce que vous amenez un angle différent? Est-ce que vous contestez tel aspect puis c'est ça que vous voulez présenter? Si possible, essayez d'être positif en formulant votre contribution plutôt que de dire tout ce que vous avez écrit, de dire en fait tout ce qui a été écrit avant, c'est pas bon. Hein, vous allez insulter à peu près tout le monde sur les comités. Donc, il faut être positif, modeste, mais encore une fois, en contrôle de ce qu'on peut offrir au niveau où vous êtes. La section 3, description du projet. La description de votre projet doit être concise et cela surtout compte tenu des limites de l'espace. Vous allez le voir quand vous allez commencer à rentrer les choses, vous êtes limité dans l'espace, tu n'as pas le choix. Donc, c'est ça qui est important, c'est de faire plusieurs brouillons avant pour après remettre les mots ensemble, les phrases, enlever telle phrase. Parce que là, si vous faites juste du cut and paste, là, des fois, on le voit, oups, il a coupé 3 phrases. Là, on commence à être d'autres choses. Il faut retravailler ça. OK? La description devrait présenter brièvement votre contribution au débat littérature existante. Elle doit décrire votre mise en œuvre du projet. Même si vous n'êtes pas certain, vous devez communiquer que vous l'êtes, OK? Parce que c'est comme je disais, vous êtes à une étape de votre parcours et les choses vont changer, vous allez apprendre bien plus, ça va changer, c'est correct, mais vous allez assez montrer que vous êtes assez en moyen quand même de vos capacités, mais on le sait quand on fait ces évaluations de projet, on a affaire à une étudiante de maîtrise, oups, OK, c'est une belle proposition, on a affaire à une étudiante de doctorat, c'est autre chose. Okay? Donc, la description du projet, c'est vraiment la section la plus importante parce que là, on ramasse tout là-dedans et on passe beaucoup de temps à lire cette description-là. La section 4, méthodologie. Ici, c'est souvent la section qui est oubliée. Mais c'est une section très importante, mais je comprends que ce n'est pas facile. On le voit souvent dans les propositions que c'est là où on est un petit peu plus mal à l'aise. Donc, ce qui est important ici, c'est de démontrer que vous avez pensé à la manière dont vous allez réaliser votre projet, que les approches méthodologiques que vous utilisez, c'est la bonne approche. Okay? Il y en a d'autres approches, mais vous devez justifier pourquoi cette approche-là est importante. Okay? Et par exemple, est-ce que vous allez faire des entrevues? Est-ce que c'est pertinent? Vous allez faire une analyse de discours? Quelles théories vont venir appuyer votre analyse? Okay? Quels sont les textes fondateurs qui vont vous accompagner là-dedans? Okay? Il faut passer du temps sur la méthodologie. Et je vous ramène aussi, quand vous allez présenter ça à votre superviseur potentiel ou votre superviseur qui a déjà été nommé, c'est important d'avoir fait le travail. Ce n'est pas de dire, d'envoyer 3-4 phrases sur la méthodologie puis dire au prof, OK, ben qu'est-ce qu'on fait? Non, vous devez travailler. Ce n'est pas fini. Vous le soumettez, mais quand vous avez une version quand même qui est travaillée. Je pense... Terry? Non, je n'étais pas certain que mon micro était allumé. D'abord, les 4 dernières sections, c'était vraiment plus relié au CRSH ou celle de sciences de la santé ou celle de sciences. BESO ont des sections un peu
elles sont presque identiques, mais elles sont dans des ordres différents des fois. D'abord, c'est important, puis on a souligné ici, puis on le mentionne un peu plus tard, il y a certaines contraintes, puis il y a certaines demandes différentes entre les deux demandes. D'abord, c'est vraiment important de prendre une note des limites de mots, même les grandeurs du texte des fois, le nombre de lignes, c'est vraiment un nombre de pages. Il y a vraiment des critères tellement particuliers entre les deux demandes, mais les principes suivent entre les demandes de CRSH puis le BESO. D'abord, c'est important de bien décrire votre programme de recherche, les grandes lignes. C'est important aussi, puis c'est important pour le CRSH puis le BESO, de bien citer les références. Il y a du monde académique sur ces comités qui vont attraper n'importe quoi. D'abord, c'est important de bien utiliser la bibliographie pour démontrer que tu as fait ta recherche, mais en même temps de ne pas prendre crédit pour des mots des autres. D'abord, c'est vraiment important de regarder à chaque demande pour s'assurer que tu respectes. Et entre les deux demandes, tu ne peux pas simplement copier-coller tes documents. C'est important de vraiment garder un œil sur les exigences de chaque agence subventionnaire, puis s'assurer que, OK, peut-être ce paragraphe-là était dans la description de projet dans CRSH, mais dans celui-là, ça tombe mieux dans un autre document. D'abord, c'est important de prendre le temps, puis pas juste assumer que ça va être les mêmes concours. Oui. Donc, la liste de vérification. Quand on a commencé à écrire notre affaire, qu'on est très avancé, qu'on est sur le point de penser qu'on est prêt, on se pose la question, est-ce que vous avez lu plusieurs fois votre demande? Okay? Vous avez revu chaque section. Est-ce que vous avez demandé à un ami ou un collègue dans un autre domaine de lire votre demande? Okay? Parce que si moi, je suis en criminologie, puis je parle à des criminologues, ils vont me comprendre plus, puis je ne serai pas obligée d'expliquer tout. Mais peut-être quelqu'un, je ne sais pas moi, en sociologie ou dans une autre discipline, va peut-être avoir plus de misère à comprendre mon domaine. Donc, c'est important parce qu'il va te poser des questions, puis ça va peut-être t'aider à réécrire quelque chose pour que ce soit plus clair. Avez-vous l'assurance que vos répondants sont en bonne position d'écrire une lettre en votre nom? Parce que quand vous allez choisir vos répondants, vous allez les approcher. Okay, qu'est-ce qui va présider à ce choix-là? C'est-tu un prof qui m'enseignait? Est-ce que c'est un prof dans lequel j'ai eu une très bonne note dans son cours? Est-ce qu'il connaît mon projet? Est-ce qu'il va écrire des choses favorables? Donc, on veut vraiment que ces lettres-là soient très fortes. Donc, il faut choisir les bonnes personnes qui vont écrire de bonnes lettres pour nous et, comme je dis souvent, et se prendre d'avance. Hein? On ne veut pas arriver, bon là, tout le monde m'a refusé, donc là, finalement, je vous approche après 2 jours avant la fin du concours. Donc, ça, c'est important de faire ça d'avance. Est-ce que vous avez fait en sorte que le projet est admissible au financement? Okay? Est-ce que vous avez lu les lignes directrices sur la recherche associée à la santé, par exemple? Okay? Parce que ça, c'est souvent une question. Est-ce qu'on fait demande au CRSH ou IRRC, en tout cas en santé? D'autres consignes, on reçoit souvent cette question, puis j'ai vu cette question dans le chat, puis je vais revenir. Je vais passer à travers toutes les questions dans le chat suite à les 2 ou 3 prochaines diapositives. Le monde qui veut appliquer pour les agences subventionnaires fédéraux, le CRSH, puis Centre de sciences de la santé, Centre de sciences, si c'est quelqu'un qui applique dans une maîtrise pour l'année à venir ou sont présentement dans le programme actuellement, souvent c'est avec nous. Puis ils doivent appliquer dans un candidat inscrit à un programme menant à un diplôme dans un établissement canadien qui a un quota. On a un quota pour le programme doctoral, les agences subventionnaires doctorales et la maîtrise. D'abord, c'est de celui-là. La question dans le chat, c'était, j'avais gradué l'année dernière, est-ce que tu dois appliquer? Il y a un certain délai que tu dois appliquer avec l'Université d'Ottawa, mais après une certaine date, tu dois appliquer avec le concours national. D'abord, c'est souvent un candidat non inscrit, mais qui était inscrit. Mais
les règles du nombre de mois que tu es plus avec l'université et changent d'une année à une autre. D'abord, on doit valider dans les instructions dans laquelle catégorie que tu tomberais dedans, mais la majorité de nos étudiants, ils appliquent à un établissement canadien qui a un quota. L'autre question qu'on reçoit fréquemment, c'est le nombre de trimestres. D'abord, ils demandent vraiment le nombre de mois d'études, celle du CRSH, même celle de la maîtrise, nombre de mois d'études par le 31 décembre de l'année. D'abord, pour tous ceux qui ont commencé à l'automne, qui remplissent leur application en octobre, la réponse de 2 n'est pas la bonne réponse parce qu'ils regardent vraiment pour le 31 décembre. D'abord, si tu as commencé cet automne, par le 31 décembre, la réponse va être 4. Une autre chose que je vois souvent, c'est des 3 ou des 7 ou des 5 ou des 6. Vraiment, c'est des intervalles de 4. Souvent, ce que je vois, le monde confuse un peu les sessions d'été. Il prend un cours qui a duré 1 mois et demi ou 2 mois. La manière que les agences subventionnaires regardent à ça, c'est que c'est une session d'été, puis c'est considéré comme un trimestre de 4 mois. D'abord, c'est important, si ce n'est pas clair, le nombre de trimestres. L'autre chose, c'est qu'au lieu de compter les mois, le monde compte le nombre de trimestres. C'est vraiment clair qu'il demande le nombre de mois. D'abord, si ça fait 3 trimestres que tu es ici, tu indiques 12, puis pas juste 3. Si vous avez des difficultés à faire les calculs, écris-nous à scsgrad@uottawa.ca, puis on va vous aider parce que, surtout pour le concours national, ça cause des mal de tête. Puis des fois, pour le concours de la maîtrise aussi, ça peut nous causer des problèmes. Des fois, on est capable de rectifier le nombre, mais c'est beaucoup plus facile si on a le bon nombre du début parce que ça nous évite de courir plus tard. J'avais mentionné un peu plus tôt qu'il y a tellement trop de directives, puis c'est un peu différent entre les agences subventionnaires fédéraux, provinciales, puis même dans la province, les provinces, le Québec puis l'Ontario, il y a des drôles de règles aussi. Les indents, les marges, où votre nom est inscrit sur chaque page. Il y a tellement de drôles de règles. Ça, c'est des exemples, puis ça change d'une année à une autre. D'abord, c'est vraiment important de prendre le temps pour vraiment lire les instructions attentivement. On vous suggère de garder un œil sur le site web des études supérieures, sur la section bourse. Souvent, ça donne des informations utiles sur les bourses externes, les bourses internes. On se concentre assez souvent sur les bourses BESO, FQRSC, puis les 3 conseils. Mais il y a d'autres bourses qui sont un peu plus petites, qui ne sont pas nécessairement gérées par notre bureau, qui sont certainement disponibles à certains de nos étudiants. Il y a une vidéo ici, puis on va partager le lien par courriel. Malheureusement, il est seulement disponible en anglais, mais ça te donne, c'est quelque chose qui était partagé avec nous dans les années passées par un étudiant qu'on trouve utile pour juste le processus de réfléchir de comment commencer les applications qu'on aimerait partager. C'est complètement externe, mais on l'a trouvé assez génial. Je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné, mais n'hésite pas de communiquer avec nous. On est là pour vous aider. scsgrad@uottawa.ca, puis on peut faire facilement des rencontres virtuelles. On peut répondre à tes questions par Teams. J'aime faire les rencontres virtuelles parce que je peux partager les écrans puis on peut avoir une discussion avec les papiers devant nous. Tu peux nous rencontrer en personne. Les bureaux sont ouverts les lundis à vendredis de 9h à midi puis 13h à 16h30. Mais évidemment, avec toutes les consignes de santé publique, c'est un peu plus difficile d'avoir les discussions, mais c'est certainement une option. Merci. Oui. Et, je sais qu'il y a des questions dans le chat. Je sais qu'il y avait une main levée. Je crois que c'était Maude. Moi, je vais devoir vous quitter, mais avant de vous quitter, je voulais juste remercier
remercie l'équipe, Terry Crock, Julie Landry, Olivia Gaudreau et Audrey Châtelet pour ce travail-là, pour les ateliers. On est là pour vous accompagner dans ces demandes-là. Comme on vous dit, dans la mesure du possible, hein, essayez de prendre vraiment de l'avance pour faire vos demandes, travailler les choses comme il faut, demander des conseils auprès de votre superviseur, demander vos répondants assez à l'avance. Donc, je vous souhaite vraiment une bonne session et de prendre soin de vous. Et donc, là-dessus, Terry, je vais vous laisser. Est-ce qu'il y avait quelque chose pour moi avant de vous quitter? Mais Terry va rester avec vous pour continuer à répondre aux questions. C'est beau? Oui. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci, Sylvie. Je ne vois pas de main levée. Oh boy, ce copier-coller n'a pas bien fonctionné. Juste pour le bénéfice de le monde qui ne sont pas présents, je vais passer à travers les questions. Dans le chat, si jamais il y a quelqu'un qui est encore ici, qui veut une question répondue avant qu'il parte, si vous levez la main, je vais y répondre. Okay, pour la première question, c'était est-ce que nous allons avoir accès à ce PowerPoint? Le but, c'est d'envoyer le PowerPoint par courriel, j'espère, tôt la semaine prochaine. On espère que ça va mieux fonctionner du lien de la rencontre virtuelle. Désolé pour le problème technique cet après-midi, mais on va envoyer l'enregistrement et le PowerPoint, puis on va le partager par notre médias sociaux aussi. Puis on va l'envoyer aussi au département. Puis la date limite pour le FAQSC, il y a une correction, c'est le 6 octobre pour la maîtrise et pour le 7 octobre. Désolé pour le manque d'information de ma part. Pour ta question, Bénédicte, comme je viens de mentionner, c'est pas clair dans ma tête présentement du délai. Mais envoyez-nous un courriel pour n'importe qui a déjà gradué mais qui va fréquenter une autre université pour le doc. Est-ce qu'ils doivent appliquer avec nous ou est-ce qu'ils doivent appliquer directement avec le CRSH? Tout dépend sur les délais. Et si vous nous envoyez un courriel, on va valider puis on va te revenir. Devons-nous joindre les relevés de notes officiels pour la présélection interne ou seulement si notre candidature est retenue pour le national? À cause que le portail est géré par CRSH ou les agences subventionnaires directement pour le côté fédéral, c'est important de le faire immédiatement, les relevés de notes officiels, parce qu'il n'y aurait pas une deuxième chance de resoumettre les documents. D'abord, c'est important d'avoir les relevés de notes officiels du début. Puis je viens de voir, Julie vient de répondre à ça, mais pour le bénéfice du monde, dans le monde virtuel qui ne sont pas ici avec nous aujourd'hui. Est-ce que les bourses s'appliquent aussi pour les psychologies de doctorants? Oui, les étudiants dans le MA PhD peuvent appliquer à n'importe quelle des agences subventionnaires fédérales du DOC et le BESO du DOC aussi sont éligibles, ça fonctionne pour tout le monde. Pour la question, je suis admise dans un programme de doctorat UA3, mais je serai inscrit à partir d'automne 2022. Si je comprends bien, je dois présenter ma demande CRSH à UA3. Tout dépend de si tu fais ta maîtrise ici. Pour ta question, Véronique, ce serait important de nous envoyer un courriel. CRSH, les trois fédéraux sont assez particuliers. Des fois, au DOC, c'est transférable entre institutions canadiennes pour certaines situations. Tout dépend de où est-ce que tu as complété ta maîtrise. Mais c'est un cas par cas. Pour la question de moi, j'ai participé à un échange étudiant lors de ma 3e année d'université. Pour les calculs de moyenne, les échanges, c'est les mêmes règles pour nos calculs de moyenne d'admission. Les cours de langue et les cours d'échange sont pris en considération seulement si ça bénéficie les étudiants. D'abord, si jamais tu as fait un trimestre d'échange à l'Angleterre ou en France,
puis les notes étaient moins bonnes, il peut être exclu seulement dans des cas d'échange ou dans des cours de langue. Il y a certaines règles où il n'y a pas d'exemption. D'abord, c'est vraiment un cas par cas. D'abord, si vous avez des questions pour les calculs de moyenne, surtout considérant les échanges, ce serait important de vous écrire à scsgrad@uottawa.ca si je ne l'ai pas encore mentionné, ce courriel. Pour la question de si tu habites en Ontario et tu vas étudier au Québec, le BESO ne serait pas éligible parce que c'est vraiment une bourse qui est seulement pour une université ontarienne. Les autres bourses devraient être éligibles, Patrick, mais ce serait important de communiquer avec nous pour voir. Pour la question de Emma, est-ce que ces bourses s'appliquent pour la maîtrise de counseling? Oui, les étudiants qui font la recherche ou ils font un programme avec l'option thèse ont certainement un avantage parce qu'ils auraient fort probablement un projet de recherche un peu plus développé. Il y a certains étudiants qui peuvent le recevoir même avec une maîtrise en option cours, s'ils peuvent faire preuve de l'impact que leurs études vont avoir sur la recherche potentielle qui vont venir. Souvent, des options cours, certaines options cours ont des modalités de recherche quand même. Et surtout si le plan, c'est de se rendre éventuellement au doc. Il y a certains de nos maîtrises d'options cours, c'est vraiment concentré sur l'option cours, puis ça va pas mal les exclure de la recherche éventuellement. Mais il y a d'autres qui pourraient mener à la recherche. D'abord, il y a des possibilités. Souvent, sont un peu à un désavantage parce qu'ils n'ont pas de chercheurs pour leur encadrer dans la demande, leur appuyer, mais il y a certaines possibilités là-dedans. Concernant le quota, à qui devons-nous soumettre notre demande pour l'UA3? Aux études supérieures, et eux donnent leurs accords pour soumettre ensuite au CRSH? Oui, pour la question de Yannick, lorsqu'on reçoit les dossiers le 19 octobre, ce qu'on fait, c'est notre faculté, on reçoit un quota qu'on peut envoyer au concours national. D'abord, la faculté prend une décision en premier lieu avec les départements, il fait un rendement et ensuite un comité facultaire va faire le rendement facultaire parce que c'est dans notre intérêt d'envoyer les dossiers les plus forts. L'année dernière, de nos 47 dossiers, on a eu quand même 17. C'est quand même un haut taux de succès comparé à d'autres universités. Mais l'objectif, c'est toujours d'avoir le plus de possible. C'était très important d'envoyer le plus fort. C'est pour ça qu'il y a plusieurs niveaux de sélection. Puis c'est des sélections assez intenses, puis qui prennent beaucoup de temps. Souvent dans des échéanciers extrêmement serrés. Je vois plusieurs échanges entre Yannick et Julie, mais je pense qu'ils sont répondus. Pour la question de Yannick pour le FAQSC au doctorat, oui, c'est une semaine plus tard que celle de la maîtrise. D'abord, il y a 2 dates différentes pour le FAQSC et il y a 2 dates différentes pour les agences subventionnaires fédéraux. Pour les CRSH puis les 2 autres agences, au DOC, c'est le 18 octobre et à la maîtrise, c'est le 1er décembre. C'est très, très, très important de garder en tête ces dates limites. Est-ce que c'est possible d'appliquer aux bourses de maîtrise même si on n'est pas encore inscrit à la maîtrise avant d'avoir commencé? Les critères sont plus ou moins clairs. Oui, si vous êtes présentement à votre 4e année au bac et vous anticipez de commencer une maîtrise soit au printemps 2022, automne 2022 ou hiver 2023, c'est important d'appliquer à ce temps-ci parce que sinon, tu vas être une année en arrière. D'abord, n'importe qui anticipe rentrer dans un programme de maîtrise avec nous, c'est important d'appliquer cette année parce que ces bourses peuvent commencer à printemps 2022, automne 2022 ou hiver 2023.
pour la question de Yannick, pour nous autres, pour le conseil, pour les conseils fédéraux, tous les documents sont soumis dans leur propre portail. Il n'y a rien qui est soumis à nous. Il y a une particularité que j'avais oublié de mentionner pour le doc, surtout, c'est juste le CRSH. Les deux autres, ce n'est pas nécessaire. Ça demande, lorsque tu soumets tes relevés de notes pour un officiel de l'université qui va approuver que c'est des relevés de notes officiels. On va partager un nom. Typiquement, c'est mon nom que vous rentrez là-dedans. Puis je rentre là-dedans, puis j'approuve. Puis votre demande ne peut pas être soumise jusqu'au temps que j'approuve ça. Mais tous les documents pour les agents subventionnaires fédéraux, c'est soumis directement dans leur propre portail. Et pour le concours BESO, il y a un portail universitaire qui s'appelle Fluid Review, que les étudiants peuvent soumettre leurs propres documents. Juste pour m'assurer, la date limite pour le dépôt de demande BESO doctorat est le 1er décembre et celle de la bourse CRHS doctorat est le 18 octobre. C'est bien ça. D'abord, pour la maîtrise et le doc, les dates limites pour BESO sont les mêmes, c'est le 1er décembre. C'est juste des agences subventionnaires fédéraux qui ont des dates limites différentes. Pour le doc, pour le CRSH, puis les deux autres agences, c'est le 18 octobre. Puis à la maîtrise, c'est le 1er décembre. Puis le courriel, c'est SCS Grad. Désolé, ma voix commence à se perdre. C'est ma deuxième présentation aujourd'hui. Mais c'est SCS Grad que le monde peut nous contacter pour prendre rendez-vous. Puis, ouais. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions dans le chat. Si jamais vous avez des questions, évidemment, vous pouvez nous écrire à scsgrad@uottawa.ca. Vous pouvez venir nous voir en personne. On peut faire un arrangement pour une rencontre virtuelle. Sylvie l'a mentionné plusieurs fois. C'est important de prendre l'avance sur ces demandes. C'est des fonds assez considérables. Puis, on reçoit pas mal de ces bourses pour certaines catégories. D'abord, c'est important de prendre le temps d'appliquer. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'être présent. S'il y a quelque chose qui presse, écris-nous, puis on va vous répondre assez vite. L'équipe de Julie, Olivia, puis Audrey sont assez vite à répondre. Puis on est là pour vous appuyer parce que c'est dans notre intérêt pour avoir le plus de financement pour nos étudiants. Puis même si vous appuyez pour d'autres universités, on est là pour un peu vous diriger dans le bon endroit pour s'assurer que vous avez le plus de chances d'avoir du succès pour avoir ces bourses. Je ne vois pas d'autres mains levées. D'abord, je vous remercie puis passez une belle journée.